Bienvenue à tous à cette seconde partie de votre émission Envie de la diaspora sur les ondes d'Afro. Merci infiniment à tous d'être avec nous. Nous abordons la seconde thématique de ce jour qui concerne la tournée des Occidentaux en Afrique. Le président français Emmanuel Macron a effectué une tournée en Afrique de l'Ouest, tandis que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu à l'est du continent. Chacun tente de rendre l'autre responsable de la crise alimentaire et mondiale dont les pays africains seront les premières victimes. Aujourd'hui, le bilan est fait par rapport aux uns aux autres. Et nous venons de constater que plusieurs discours ont été tenus au cours de cette tournée. Monsieur Yampapo, quelle est votre appréciation? Quelle est votre appréciation par rapport à ces discours? Bon, disons que en dehors des propos de Emmanuel Macron, de Sergei Lavrov, qui essaye d'apporter effectivement une réponse aux besoins de l'Afrique, notamment en appui dans le sens de la collaboration sécuritaire et dans le sens du développement. Et tous les autres, malheureusement, viennent avec un discours que je dirais très condescendant, comme ils ont l'habitude de le faire. Cela s'explique par un fait très simple. C'est la façon dont, au départ, chacun est venu à la rencontre avec l'Afrique. Que vous preniez les États-Unis, que vous preniez l'Angleterre ou la France et tout ce que vous voulez comme pays occidental, ils ont fait la rencontre avec l'Afrique de façon brutale. De façon brutale, avec la volonté farouche d'anéantir justement ces premiers êtres-là que Dieu avait bien voulu créer. Et ils ont fait donc tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont imposé donc l'esclavage, ensuite la traite négrière, ensuite la colonisation. Aujourd'hui, ils tentent de venir comme un partenaire. Parce que les autres parlent de partenariat, ils veulent faire croire que ceux-ci viennent en partenaire. Mais quand vous regardez dans les discours, vous allez voir la condescendance. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais pu s'affranchir de leurs idées premières, qui est que ils sont les maîtres et nous sommes les esclaves. Donc ils viennent vous dire que c'est eux qui doivent vous dire comment vous devez comprendre les événements sociaux, comment vous devez vous comporter, derrière qui vous devez vous aligner. Voilà en quelque sorte le discours que quelqu'un comme Macron est venu servir, avec une impolitesse suffisamment caractérisée qu'on ne peut même pas comprendre. Mais on est quand même très heureux de savoir que partout où il est passé, les gens quand même à des degrés divers sont restés quand même dignes et lui ont fait comprendre non, les choses ne peuvent plus être comme auparavant. Et c'est à son arrivée au Cameroun que Paul Biya par exemple a décidé de, au lieu de renouveler le contrat justement militaire qui était avec eux, il a fait plutôt avec la Russie. Vous comprenez, donc c'est quand même des signaux très forts. Et il venait certainement dans le sens de voir comment est-ce qu'il pouvait remettre en selle Bolloré qui était en difficulté justement au niveau du Cameroun depuis des années. Et ça aussi, c'est peine perdue. Et donc, ça fait que n'ayant pas obtenu de résultats avec Paul Biya, et il a voulu maintenant, lors de leur déjeuner, et voilà, s'éclabousser, en tout cas faire tout éclabousser en racontant des inepties. Et vous allez voir, justement à cause de la méconnaissance des cultures, et même parfois du mépris de la culture des autres,
ou alors même de l'humanité tout simplement. Vous voyez un monsieur comme Paul Biya, au haut de son âge, de près de 90 ans. Alors, les gens se permettent de rire parce qu'on lui a parlé, il n'a pas entendu. Est-ce que eux, leurs vieillards ici, c'est comme ça qu'ils se comportent envers eux? Donc voilà, tout ça, c'est pas digne de gens responsables. Ensuite, si on revient par rapport donc à la Russie a fait la rencontre avec l'Afrique de façon paisible, toujours. Et ce n'est pas aujourd'hui que les gens sont en train de rencontrer la Russie. À chaque fois, dans les périodes les plus difficiles, la Russie a toujours été aux côtés de l'Afrique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, et de plus en plus, les gens comprennent que la Russie peut être un partenaire sérieux. La seule peut-être insuffisance, c'est que sur le plan économique, la Russie n'est pas une aussi grande puissance économique comme le serait par exemple la Chine. Mais au moins sur le plan militaire, c'est vraiment un partenaire qui peut nous aider à nous affranchir de certaines situations. Les gens ne peuvent pas avoir la possibilité d'aller tuer Ben Laden dans sa maison, d'aller tuer son second justement dans son balcon, et puis être en mesure au Mali là-bas d'aller toujours viser, comme ils le disent, les chefs terroristes, et pourtant les colonnes là qui s'en vont s'attaquer à nos populations, ils ne sont pas capables de les dénicher et de pouvoir les raser. Et donc, c'est cela aujourd'hui, c'est tout ça que les Africains jugent aujourd'hui, et dans la sincérité de ceux-là qui se présentent à l'Afrique. Seulement, l'erreur qu'il ne faut pas faire pour ce qui concerne les Africains, c'est de ne pas faire en sorte à remplacer un maître par un autre maître. C'est-à-dire que dans la nouvelle configuration diplomatique, il va falloir que les Africains, nos dirigeants comprennent que ce soit avec la France, ou que ce soit avec les États-Unis, ou que ce soit avec l'Angleterre ou la Russie, ou encore l'Allemagne, les partenariats doivent se faire d'abord au profit des deux peuples. On ne peut plus continuer de permettre que les gens viennent nous exploiter, comme ça a toujours été le cas pour l'Occident. L'Occident nous a toujours exploités jusqu'ici, ça doit s'arrêter, et effectivement, il va falloir que sur ce point-là, le paradigme change. Du 25 au 28 juillet dernier, Macron s'est lancé dans une tournée ouest-africaine qui comprend le Cameroun, le Bénin et la Guinée équatoriale, qui sont tous d'anciennes colonies françaises. Et monsieur Ouadjar, que retenez-vous donc de cette tournée d'Emmanuel Macron en Afrique? Comme d'habitude, ils sont toujours dans une position de reconquête de l'Afrique. Reconquête parce que aujourd'hui il y a un éveil de conscience, il y a une jeunesse plus dynamique, il y a un peu plus de chefs d'État qui essaient de prendre leur courage à deux mains, vu qu'il y a une pression au sein de leur population. Ils essaient de prendre leur courage à deux mains pour dire non, nous allons peut-être aller vers celui-là que de tourner vers vous. Donc aujourd'hui, ces puissances-là sont à la reconquête de l'Afrique. Donc n'oubliez pas que les États-Unis sont sur cette lancée, et si je ne me trompe pas, qu'ils ont l'intention de faire une visite en Afrique, en RDC, au Rwanda et puis l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Donc ces pays qui avaient, il faut le dire, bon, aujourd'hui on peut toujours parler de qu'ils ont toujours, mais qui avaient quand même à un certain moment donné, ils avaient une mainmise totale sur l'Afrique. Et aujourd'hui, ceci est en train de les échapper du bout des doigts. Ils sont relancés dans cette politique de reconquête, et comme toujours, de la mauvaise manière, ils ne viennent pas
pour discuter d'égal à égal, mais oui, ils viennent pour nous dire, comme tout un petit bébé qui ne sait pas comment manger et qu'il faut l'apprendre que lorsqu'on prend de la nourriture, il faut l'amener vers la bouche pour pouvoir consommer normalement. Donc ils viennent pour nous dire avec qui nous devons traiter et qui est mauvais, qui est bon et qu'on doit faire ce choix-là obligatoirement. Donc ce que je retiens de cette visite, c'est une visite si je peux dire, hein, une visite caractérisée par le désespoir et la désillusion de Macron qui a la peur dans le ventre. Si vous avez suivi un peu le discours quand à la conférence de presse, ses réactions face à Paul Biya, toutes ces réactions qu'il a eues, il a essayé de développer et de démontrer comment est-ce que la Russie pourrait être un danger pour nous. Ça, c'est les sont des paroles de quelqu'un qui vit une peur en lui, au fait. Il n'est pas venu pour parler de lui, cette opportunité qu'il propose et qu'on peut soit accepter ou non. Il présente un autre pays pour nous faire comprendre comment ce pays-là est dangereux. Nous, on n'a pas besoin qu'il vienne nous le dire. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des paroles de quelqu'un vraiment qui vit une peur. On sent qu'ils sont désespérés et aujourd'hui, ils se disent qu'il faut agir le plus tôt possible. Mais là où ils ont raté, c'est la manière par laquelle ils abordent l'Afrique. Et ils ont toujours cette manière-là en eux, ils ne peuvent jamais changer. Vous comprenez? N'oublions pas, les États-Unis, ils sont allés jusqu'à voter une loi au Sénat américain pour prendre des mesures fermes quant au partenariat entre les pays africains et la Russie et la Chine. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que ces gens sont vraiment désespérés, qu'ils sont même prêts à utiliser la force, même militaire, pour frapper dur les pays qui vont oser tisser ce partenariat-là. Mais ils se trompent. Ils se trompent aujourd'hui parce que lorsque nos dirigeants auront le courage suffisant de signer des accords, les mêmes accords qu'on avait avec eux, de signer les mêmes accords avec d'autres grandes puissances, ils ne pourront rien faire dans nos pays. Ils ne pourront jamais s'attaquer à ce pays-là. Parce que nos pays aussi seront protégés par une grande puissance. J'ai dit ici plusieurs fois, au cours de plusieurs émissions ici, que la seule faiblesse que l'Afrique a, c'est le fait qu'on n'a pas de puissance d'armement. Nous sommes très faibles. Et il n'y a pas un pays dans ce monde-là qui peut prendre ses propres décisions, qui peut assumer ses propres choix si ce pays-là n'est pas puissant militairement. Et c'est la réalité. Je ne suis pas en train de dire que nos dirigeants doivent consacrer nos maigres richesses qu'on a pour s'armer, mais avant que l'Afrique ne soit totalement indépendante, on a besoin d'une puissance militaire pour s'assumer. Du moment où on n'a pas encore cette puissance-là, nous allons accepter d'autres puissances qui vont créer ce que nous allons appeler l'équilibre de force et permettre à l'Afrique et à nos pays de pouvoir s'exprimer sur le plan international. Donc sans cet équilibre-là, nous ne pourrons pas nous assumer parce qu'il y a toujours beaucoup de décisions qui sont prises concernant l'Afrique et c'est en dehors des Africains. On prend des décisions pour l'Afrique, mais sans les Africains. Pourquoi? Parce que nous ne représentons rien en termes de puissance militaire. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et je pense que, comme Yapapou venait de le dire, nous ne sommes pas en train d'idolâtrer, entre guillemets, la Russie, comme un merci pour nous, comme nous allons les remplacer plutôt, ou la remplacer comme un autre maître pour nous. Non.
nous voulons un équilibre de force et cet équilibre de force permettra à l'Afrique de pouvoir s'exprimer sur le plan international. Équilibre de force, vous l'avez vous-même dit aussi. Alors, monsieur Mpapo, dites-nous clairement, quand un partenariat égal à égal, est-ce que vous avez eu l'impression comme si les Occidentaux ont réussi leur mission en Afrique? Non. Aujourd'hui, ça leur sera difficile de réussir quoi que ce soit. La seule chose qu'ils ont aujourd'hui là, c'est la force. Que ce soit Blinken, que ce soit Macron, personne ne peut venir aujourd'hui là faire croire aux Africains qu'on peut compter sur eux. D'abord, pour que vous compreniez quelque chose, regardez la façon dont Macron a été reçu au Cameroun. Vous vous souvenez quand on était petit, quand un président français devrait arriver dans nos pays, même dans nos petits villages, on envoyait des gens, on convoyait des gens pour aller chanter à la gloire de son truc. Mais quand Macron devait arriver au Cameroun, c'est pas Paul Biya qui allait le recevoir, ce n'est même pas le Premier ministre qui allait le recevoir, mais le ministre des Affaires étrangères. Diplomatiquement parlant, c'est trop fort. Cela a été le cas au Bénin aussi. Vous comprenez? Diplomatiquement parlant, c'est trop fort. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est des Thomas Sankara à latence qui reprennent vie. Même si les gens n'ont pas le courage du verbe de Thomas Sankara, mais aujourd'hui, petit à petit, on reprend effectivement cette dignité-là qui est aux Africains. Parce que les Africains n'ont pas oublié. Les gens comme le Paul Biya n'ont pas oublié la façon dont Macron passe le temps à les insulter partout. Et que toi tu viennes, que lui se lève pour aller t'accueillir, c'est faux. Et vous avez vu sa conférence de presse avec Talon. Talon l'a complètement éclaboussé. Mais quand vous parlez de choses par rapport aux questions de prisonniers politiques, etc., il a donné des exemples de manière précise. Donc il les a confondus, il dit, mais voilà, vous, en France, voilà ce qui se passe. Quand les gilets jaunes se sont levés, bien sûr, c'était juste pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais on a vu comment vous avez réagi. Et jusqu'aujourd'hui, des gilets jaunes sont en prison. Mais pourquoi vous ne les élargissez pas? Ensuite, il a pris l'exemple sur Joe Biden, sur les États-Unis. Donc voilà comment, ça dit que tout ça là, ça montre que petit à petit, on commence par se dire, écoutez, il faut déjà mener le front, de façon à ce qu'on oublie ces gens-là. Quand ils vont revenir la prochaine fois, qu'ils reviennent sérieusement, pour qu'ensemble on réfléchisse pour voir, voici tel problème, comment on le résout. Et pire, la question du terrorisme, c'est vous qui nous l'avez envoyé chez nous. C'est vous qui êtes allé détruire la Libye et avez libéré les armes. Et aujourd'hui, bien qu'ils ont déjà pris toutes les armes en Libye, vous continuez d'armer les terroristes et tout ça. Donc voilà autant de situations qu'ils sont en train d'imposer aux Africains pour obliger les Africains à reconsidérer les accords de défense que les Africains ont avec eux, pour les obliger à revenir dans les accords de défense. Mais malgré tout, vous constatez qu'aucun pays n'est plus prêt à repartir dans ces accords de défense. Le Niger et les autres pays qui sont en train de se cacher derrière pour reprendre sur leur sol, en tout cas Barkhane, je sais que de toute façon, ça va finir par faire tomber leur régime. On est là. Vous allez voir que de plus en plus, le Niger fait face aux attaques. De plus en plus. Et pourtant, ce n'était pas comme ça auparavant. Donc, moi je crois que les Africains doivent tout simplement trouver le moyen, d'accord, de revoir leur histoire. De se dire, moi je rêve un jour où dans mon pays, par exemple au Togo, que
un jour je me réveille et que je vois mon président de la République qui se dise, ok, je prends mes responsabilités aujourd'hui, je commence par balayer la devanture de ma maison pour faire en sorte que mes concitoyens me fassent suffisamment confiance. Nous avons suffisamment profité de ce pays-là. Donc il s'adresse à ses ministres, à ses députés et tous les autres et dit, ok, mais à partir d'aujourd'hui, là, le monde terme à tout ça. Tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu avoir, c'est bon. On ne va poursuivre personne, on s'arrête. Mais aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, une affaire de corruption, là, que ça puisse valoir même la pendaison. Il faut qu'on remette la morale au centre, justement, de la vie dans nos pays. Et qu'on mobilise les forces. Vous prenez de l'argent, vous allez, vous investissez chez des gens. Vous achetez les maisons, vous les enrichissez, et quand ils veulent vous faire tomber, ils commencent par dévoiler ces richesses-là que vous avez créées chez eux. Mais rapatriez toutes ces richesses-là, venez chez vous, investissez. Il faut que vous dise à chaque Togolais que personne n'a le droit, par exemple, d'avoir à l'étranger une richesse, par exemple, qui dépasse 1 million de francs CFA, par exemple. Et qu'au-delà de ça, il faut amener ça au Togo pour investir. Et vous allez voir, quand ils vont prendre cette décision-là, et investir, construire les usines partout, mais quand les jeunes vont avoir de l'emploi, tout le monde va commencer à être à l'aise. Vous allez voir même l'esprit créatif, parce que quand les gens, je ne sais pas, ont, j'allais dire, les moyens financiers, ça veut dire que le pouvoir d'achat est augmenté, ça va forcément créer d'autres besoins. Et c'est là que l'intellect aussi va créer justement d'autres services. Pour dire, écoutez, on peut créer ceci, on peut créer cela, on peut créer cela, et les entreprises vont commencer à foisonner. Et petit à petit, lorsque les Africains, à travers donc les formations, vont s'imposer sur le plan de la santé, sur le plan de la technologie, sur le plan militaire et tout ça, mais vous allez voir qu'on va les foutre à la porte. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos pays, nos présidents ont des difficultés à foutre les multinationales là à la porte, c'est que quand vous les foutez à la porte, alors qu'ils emploient des milliers de jeunes dans votre pays, lorsqu'ils vont fermer, c'est les jeunes là qui vont se retrouver sans emploi, c'est eux qui vont vous chasser du pouvoir. Mais si c'est détenu par des nationaux, vous avez plus la possibilité effectivement de les maîtriser que de maîtriser des expatriés. Le jour où ça chauffe, regardez comment ils font dans notre pays. Quand ils arrivent à amener le terrorisme chez nous, ils commencent par demander à leurs ressortissants de quitter le pays. Et on fout complètement votre pays comme ça. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à l'Afrique. Nous avons raté l'opportunité de coronavirus, parce que coronavirus nous a vraiment présenté une opportunité énorme que nous n'avons pas su saisir parce que nos présidents ne se sont pas décidés. La preuve, vous allez voir cette histoire de tirage, de tirages spéciaux pour lesquels ils avaient réuni nos présidents justement en France dans un sommet pour dire qu'ils vont justement leur donner de l'argent pour qu'ils puissent revenir combattre le truc dans leur pays. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, là, cet argent qu'ils ont annoncé, 1 franc, n'est pas arrivé. Vous voyez, et c'est comme ça qu'ils mettent nos dirigeants en porte-à-faux avec les populations. Nous, la population, jusqu'ici, nous avons pensé que peut-être c'est nos présidents là qui ont pris l'argent et ils ont bouffé. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Ils n'ont rien donné, quand bien même déjà c'était insuffisant. Et la dernière fois, il fallait maintenant que Macron vienne dire que non, comme ce n'était pas beaucoup, il fallait faire d'autres démarches pour voir comment augmenter l'enveloppe. Voilà la réalité des choses. Donc, cette opportunité que nous avons ratée, nous ne devons pas la rater par rapport au terrorisme.
il faut qu'on se frappe la poitrine pour se dire nous devons trouver nos propres moyens pour nous protéger. Et comme je l'ai dit, on ne doit pas négliger notre culture. Sincèrement, il faut que nos présidents le fassent. Eux-mêmes, ils prennent souvent le temps de se protéger. Ils ont des marabouts, ils ont des traditionnalistes qui font des choses pour eux. Mais pourquoi ne pas faire valoir ça? Quand nous on était enfants, nos grands-parents, en tout cas, ils avaient la possibilité, par exemple, de maîtriser certaines forces de la nature. On pouvait envoyer, par exemple, des abeilles sur une localité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour reconsidérer ces forces? Parce que ce qui va faire la différence entre l'Afrique et les autres, c'est ce que nous aurons que les autres n'ont pas. Sinon, ce que les autres ont, on peut aussi, avec courage et détermination, travailler à avoir ça. Mais ce qui va faire qu'on va les dépasser, c'est ce que nous pourrons détenir, qu'eux, ils ne peuvent pas détenir. Eux, exactement, c'est ce qu'eux, ils ont sur nous aujourd'hui. Et ils ont les armes nucléaires, nous on n'en a pas. Ils ont les armes de toutes sortes, nous on n'en a pas. Et ils utilisent ça pour nous maintenir dans la précarité, dans la soumission totale. Jusqu'à ce jour. Merci M. Ampa. Pour l'échange des accusations entre Français et Russes, peuvent-ils traduire une volonté de mobiliser un plus grand nombre d'alliés africains, M. Wadja? De toute façon, nous savons bien sûr que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui ont pris conscience des réalités du terrain, et avec tout ce qui se passe, nous-mêmes, quelles qu'en soient les diffusions des journaux occidentaux, quel qu'en soit ce qu'ils nous racontent sur les journaux, nous arrivons à quand même à prendre nos propres décisions sans tenir compte de leurs publications, vous comprenez? Donc, que le président français, ou en tout cas les autorités françaises ou européennes, essaient d'accuser la Russie ou vice-versa, les Africains sont vraiment mûrs et intelligents suffisamment pour pouvoir décider de qui faire partenariat avec. Pas se livrer à une quelconque puissance, mais quand même faire des partenariats avec certains pays de notre choix. Ça, leur agissement n'impactera en rien nos décisions. Vous comprenez? C'est tout comme on vous présente un ver de terre et puis un serpent. Un ver de terre ne t'a jamais mordu, mais tu as déjà été mordu par le serpent. Et on insiste pour te dire que le ver de terre est plus dangereux que le serpent. Alors que tu connais la réalité, tu as vécu les conséquences de la morsure du serpent, et tu connais aussi la vie que mène le ver de terre. Et on te présente le ver de terre comme le plus dangereux, ne le prends pas. Comprenez? Si aujourd'hui, des gens qui viennent nous demander en Afrique ou qui viennent dans nos propres pays pour nous humilier quant à la question des droits de l'homme par exemple, ont eux-mêmes violé jusqu'au jour d'aujourd'hui les droits de l'homme dans nos pays, quand même, qu'on soit sérieux, nous ne pourrons jamais les prendre comme des modèles types. Nous ne pourrons jamais les prendre comme des gens à qui il faut faire confiance. La question des droits de l'homme en Afrique. Donc quand on prend les Africains et qu'on les jette au crocodile dans les océans, on est en train de respecter les droits de l'homme. Aujourd'hui, qui sont ceux qui ont financé les passeurs en Libye, par exemple, pour que tous les jeunes Africains qui font les efforts, qui fuient leur atrocité dans nos pays, ils fuient l'atrocité de ces puissances occidentales, et ces puissances occidentales plutôt, dans nos pays, et se dirigent vers l'Europe. Ils ont financé des gens et mis en place un mécanisme dans lequel
on vous fait chavirer en mer et vous mourrez comme des animaux. Ça, c'est respecter les droits de l'homme. Mais lorsqu'il y a une petite situation où des forces armées régulières d'un pays, comme par exemple le Mali, qui affrontent des terroristes, qui les éliminent, qui les neutralisent, on juge ça comme on qualifie cette défense des forces régulières d'un pays comme des actes barbares et qui violent les droits de l'homme. Vous comprenez? Donc nous sommes dans une propagande où les gens pensent que quand eux ils tuent, ça fait moins mal. Et quand les autres tuent, ça c'est une violation continuelle des droits de l'homme. Donc c'est la réalité. Nous avons vécu plus de 2 décennies passées. Je parle des cas plus récents, sans aller encore plus loin. 2 décennies de cela, les atrocités qu'ont causées, par exemple, l'armée américaine en Afghanistan, au Liban, en Irak, sans oublier la destruction de la Libye. Mais les mêmes journaux occidentaux qui sont là aujourd'hui à accuser la Russie, qualifier ça d'opération. Ils n'ont pas mentionné en quelque part qu'il y avait un certain nombre de civils qui ont été bombardés. Les maisons des populations civiles ont été bombardées et détruites carrément. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a eu la situation entre la Russie et l'Ukraine, c'est ce que tout le monde qualifie de la barbarie la plus inexpliquée depuis l'existence du monde entier. Je donne tous ces exemples pour vous dire que il y aura toujours des accusations d'un camp à un autre, mais l'Afrique aujourd'hui, nous devons assumer nos responsabilités et prendre nos décisions sans la pression de qui que ce soit. Ce n'est pas ni l'Europe, ni la Russie qui nous dira qui il faut faire partenariat avec. Ils ont déjà prédit beaucoup de choses contre l'Afrique. On parlait tout à l'heure du coronavirus. Ils ont annoncé des millions de morts qui devraient changer les rues. Qui devraient changer les rues et puis les hôpitaux en Afrique. Ça n'a pas été le cas. Ils ont eu honte et ils n'en parlent plus. Aujourd'hui, il y a une crise. On dit que les Africains vont mourir de faim. Sans comprendre que nous ne vivons pas forcément aux dépens du produit dont il est question dans leur embargo et dans le blocage qu'ils ont eu. Donc, nous avons besoin de prendre suffisamment conscience de notre situation et se dire que aucun pays ne viendra sauver l'Afrique. L'Afrique se sauvera d'elle-même. Merci monsieur Adja, nous sommes à la fin de cette seconde partie, alors ça va très rapidement le temps aujourd'hui. Alors monsieur Nyampapou Nyambouama, 1 minute pour conclure cette thématique concernant les tournées diplomatiques occidentales en Afrique. Bon, je vais commencer par là où mon frère a terminé. Les Africains doivent comprendre que c'est à eux de construire l'Afrique. Et je crois que de plus en plus, les gens comprennent combien Thomas Sankara était trop en avance sur son temps. Quand les États-Unis avaient envoyé le maïs au Burkinabé et Thomas Sankara a dit qu'il n'en avait pas besoin, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Thomas Sankara a préféré mettre son peuple au travail et pas à pas a sorti son peuple de la misère, j'allais dire de la famine, auquel ce peuple a été régulièrement confronté. Aujourd'hui, on essaie de nous réimposer des symboliques pour faire répéter l'histoire. C'est à nous de refuser ces symboliques-là. Les Occidentaux ont amené Macky Sall à aller s'agenouiller devant la Russie pour quémander
justement ces fameuses graines-là qui ne nous servent à rien. La preuve, les premiers navires qui ont quitté l'Ukraine sont-elles venus en Afrique? Puisqu'on a dit que c'est les Africains qui devaient mourir de faim. Ils sont allés en Occident. Donc les Africains doivent comprendre ça. Aujourd'hui, nous avons le devoir de travailler à développer notre agriculture, de travailler à faire en sorte que la mentalité des Africains soit orientée vers la production et la consommation locale. Ça, c'est un concept très important qu'il faut intérioriser. Maintenant, pour le reste, il faut recentrer les choses sur l'éducation. Nous avons besoin de faire former des scientifiques de haut niveau sur tous les plans qui vont encadrer la technologie, qui vont encadrer l'agriculture, qui vont encadrer justement la santé et tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, quand vous allez voir même des reportages sur France 24, mais ça fait froid au dos. Vous allez voir tous ces produits, tous ces pesticides qui sont interdits en France depuis 2002, mais qui continuent à y être fabriqués pour être envoyés en Afrique, et lesquels produits ont des effets suffisamment nocifs pour entraîner justement la perte de virilité chez les hommes et l'impossibilité de conception chez nos femmes. Tout ça là, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que c'est à travers la science que l'Afrique va aussi s'imposer. Et Cheikh Anta Diop nous avait déjà indiqué la voie, et c'est pour ça qu'il nous avait dit: ne vous laissez jamais indiquer la vérité, recherchez-la et trouvez-la vous-même. Et aujourd'hui, je crois que c'est la responsabilité de nos chefs d'État de s'approprier justement toutes ces richesses-là pour faire en sorte que ça devienne des réalités dans nos pays. Qu'on fasse en sorte à faire cesser les couteaux tirés là que nous avons entre nous. Faisons face d'abord à l'ennemi externe et ensuite on aura suffisamment le temps de régler les problèmes que nous avons sur le plan interne. Ce sera donc mon mot de fin par rapport à cette thématique. Merci M. Mpapou. M. Adja, votre mot de fin pour cette seconde partie. Merci. Je voudrais aborder encore le même pas parce que j'étais en train de finir les quelques minutes que j'avais eues par rapport à ça, à l'unité. Parce que aujourd'hui nous constatons que tout ce qu'on fait comme effort, ou tout ce que nos grands-parents ont eu à faire comme effort a échoué à cause de la division au sein des peuples africains. Nous avons toujours donné la faille à l'ennemi de s'infiltrer, et si nous ne savons pas faire ce que nous sommes en train de critiquer aujourd'hui, ces nouveaux partenariats que nous sommes en train de signer, ce sont les mêmes hier qui avaient détruit les projets de nos grands-parents, qui viendront encore s'infiltrer entre nous et vont déstabiliser ce partenariat et puis cette décision ou ces projets que nous mettons en place aujourd'hui encore. Donc l'unité, et recultivons les valeurs de la dignité, l'intégrité, et qu'on soit des personnes intègres de manière à ce que les gens ne puissent plus nous exploiter pour faire du mal à nos frères et sœurs. Je l'ai dit une fois ici, quand nous parlons de l'affaire de terrorisme, ce sont les Noirs qui sont en train d'assassiner leurs propres frères noirs. Quelle qu'en soit la situation de précarité dans laquelle tu te trouves, tu ne dois pas comprendre, croire que ta vie elle est bafouée complètement au point où tu es capable d'accepter n'importe quel prix pour pouvoir aller assassiner, aller égorger tes propres frères comme des animaux. Il faut que les Africains comprennent que nous avons une dignité à préserver, et cette dignité, c'est l'unité et l'intégrité que nous allons cultiver au sein de nos populations et protéger nos frères et sœurs africains. Merci.
Merci Monsieur Wadja, merci à vous tous d'être avec nous pour cette émission Envie de la diaspora. Nous allons faire la dernière pause et revenir juste après. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro-Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans tout son